Bonsoir à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur l'exosquelette pour les personnes atteintes de CEP. Je me présente, je m'appelle Amélie Bechler et je suis en charge des cours et des formations au Centre roman de la Société suisse de sclérose en plaques. Au programme ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Amelric Ortlieb, qui est docteur en robotique et ingénieur en mécanique EPFL. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les écrire à tout moment dans l'espace prévu à cet effet. En général, ça se trouve soit en bas, soit en haut de votre écran avec les lettres Q, N et R. Et on tâchera d'y répondre à la fin de la présentation. On ne va peut-être pas réussir à répondre à toutes vos questions, notamment si certaines sont trop spécifiques, mais vous pourrez également prendre contact avec nous par téléphone ou par email à la suite du webinaire. Ce webinaire va aussi être disponible en ligne d'ici quelques jours. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Amelric Ortlieb, à qui je vais passer l'écran d'ici quelques secondes et je vous retrouverai pour les questions après la présentation. Ouais, super. Bonjour, je vais juste commencer par partager mon écran et puis ensuite on pourra démarrer. Alors voilà, vous devriez voir ma présentation maintenant. Bonjour à tous, je me réjouis d'être avec vous ce soir pour vous présenter un petit peu notre travail, tout ce qui se passe dans le monde des exosquelettes, et on va principalement s'orienter vers les opportunités de rééducation liées à ces dispositifs-là. Je m'excuse, excusez-moi. Je crois qu'on voit principalement, enfin on voit pas l'image principale, on voit tout le avec les notes et compagnie. Je sais Très pas. bien. Merci. Alors, je vais juste partager le bon écran. Voilà, merci beaucoup. Merci Amélie. Voilà, donc cette fois, ça doit être le bon écran. Tout bon, oui. Excellent. Donc oui, on va vous parler d'exosquelettes, un peu de leur évolution, et qu'est-ce qui s'est un petit peu passé. Donc, les premiers exos qui sont apparus à peu près dans les années 2014, beaucoup pour des personnes atteintes de paraplégie, plus que de maladies neurologiques ou neuromusculaires. Et puis, qu'est-ce qu'on envisage pour la suite et comment on imagine les utiliser pour faire plutôt dans un contexte de rééducation. Donc, on souligne en premier lieu aujourd'hui comment se fait un peu la rééducation. Donc, on a un système de rééducation qui est dit plutôt standard, qui est un travail manuel des physiothérapeutes, où généralement on a une personne avec des difficultés dans leur mobilité qui sont amenées simplement à être aidées dans leur marche afin de gagner cet entraînement et gagner des fonctionnalités, des capacités motrices et neurologiques. Donc, on a une personne qui vient aider le mouvement, qui est la personne à genoux à côté de la personne avec des difficultés. Et puis, on a une deuxième personne généralement qui vient assister, on va dire, l'équilibre. C'est important, et vous verrez que c'est ces deux fonctionnalités qui sont importantes de mettre en avant pour pouvoir aider et permettre une rééducation qui est un peu plus mieux mise en place. D'autres centres de rééducation qui ont beaucoup plus de moyens, souvent proposent des solutions avec notamment ce qu'on voit là, c'est une aide avec un harnais, donc en support du poids du corps de la personne. On voit un système avec un tapis roulant, et puis on voit plusieurs physiothérapeutes autour. C'est une configuration qu'on voit rarement dans la réalité, mais ici, voilà, c'est comment ils présentent un peu leur centre, et on retrouve un peu ces différentes fonctionnalités, mais mises en place avec des dispositifs mécanisés différents comme le harnais ou le tapis roulant. Un peu l'évolution naturelle de ce qu'on fait également, de dire on vient un peu mécaniser toute cette prise en charge
pour dépendre peut-être un peu moins des physiothérapeutes et aussi les soulager de manière physique aussi dans leur effort d'assistance. Ça a été, par exemple, de mettre en place un des premiers dispositifs qui est le Lokomat, qui mécanise complètement le mouvement de marche de la personne en utilisant aussi un tapis roulant. Aujourd'hui, le Lokomat est plutôt utilisé pour des personnes qui ont, par exemple, fait un AVC dans une phase très aiguë ou des personnes qui ont vraiment des grosses difficultés motrices, plus pour les remobiliser plutôt que vraiment leur permettre d'être actifs et de regagner des capacités motrices, donc plutôt dans une phase très aiguë. Et puis, il y a d'autres dispositifs qui sont également apparus un peu plus tard, qui permettent aussi de toucher des personnes qui sont moins dans une phase aiguë, donc on parle de phase subaiguë ou des problèmes chroniques, etc. Donc, avec peut-être des atteintes motrices qui sont un peu moins sévères, ou typiquement le GEO, qui est ce qu'on appelle un end effector. Donc, il vient simplement prendre les pieds, il vient pas accompagner toute la jambe, mais juste les pieds de la personne qui veut marcher. Et puis ça demande à la personne d'être beaucoup plus active, notamment sur les transferts et la gestion du centre de son poids. Donc, elle va devoir faire un transfert de masse entre le pied droite et le pied gauche. Et voilà. Et comme je vous le disais, peut-être un peu vers les années 2014-2015, on a eu une sorte d'explosion de nouveaux dispositifs qui s'appellent des exosquelettes. Ils ont été principalement développés dans un premier temps pour des personnes paraplégiques. Certains sont issus de financements de recherche qui étaient liés plutôt à l'armée pour créer des surhommes capables de porter plus de poids, etc. D'autres ont été développés comme le Rewalk, qui a été développé par son directeur, on va dire, qui est une personne israélienne, qui était une personne paraplégique. On amène les personnes à pouvoir marcher avec un système qui mobilise complètement le mouvement. Et souvent, avec les personnes paraplégiques, on a cette particularité où souvent la lésion, elle est en dessous de la ceinture, c'est-à-dire que les jambes ne sont pas du tout fonctionnelles. Par contre, on a des bras qui sont forts et qui ont la capacité, par exemple, d'utiliser des béquilles. Donc, souvent, ces personnes et ce type d'exosquelette-là fonctionnent avec des béquilles où tout le haut du corps va un peu compenser ce qui se fait en bas, donc garantir l'équilibre. Et on va le voir après, mais on a des solutions très simples par rapport aux stratégies de contrôle et par rapport à l'assistance où la personne, en fait, elle est juste hôte de ce moyen de transport en quelque sorte, parce qu'elle va pas interagir beaucoup dans le mouvement, en tout cas au niveau des jambes. Ces systèmes ont très souvent aussi évolué vers, on va dire, un autre marché ou un autre type de produit, qui est la rééducation, donc plutôt en centre clinique. Vous voyez typiquement la EXO qui a commencé, qui est très très similaire dans son architecture à Rewalk, où on a commencé aussi avec des personnes plutôt de type paraplégique. Là, il y a eu une évolution vers des personnes qui ont des troubles neurologiques, notamment qui ont fait un AVC, où on apprend à récupérer la marche avec ces systèmes d'assistance. Ça, c'est tout à fait un peu la lignée qu'on va vous présenter un peu après. Et on va essayer de vous montrer comment nous, on a une vision qui va plus loin et qui peut amener quelque chose de plus à ce qui se fait aujourd'hui en rééducation, alors que là, on reste dans en fait un dispositif un peu mécanisé qui permet de faire de la rééducation dans un centre de rééducation. Donc, c'est super intéressant, mais s'il n'y a pas un bénéfice réel clinique, on est juste en train de remplacer des physiothérapeutes par des exosquelettes, etc. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui s'est fait dans la recherche, alors ici, par ce graphique, on essaye de mettre en avant le fait que beaucoup de recherches a été faite sur des personnes paraplégiques. Donc, le SCI, c'est l'anglais de Spinal Cord Injury, donc personnes avec une lésion médulaire. Les personnes ayant fait un stroke, ce sont des personnes qui ont fait un AVC. Et ensuite, vous avez toutes les autres personnes. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment à peu près deux grands secteurs ou un vrai grand secteur qui est l'AVC qui est un peu plus petit, et puis surtout les autres. Et les autres, c'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est de savoir que
les troubles neurologiques, ils sont très vastes, mais il manque encore aujourd'hui de développement dans cette direction-là. Alors, ça vient assez vite, mais voilà, dernièrement, on était plutôt à ça. Qu'est-ce qu'on arrive à montrer, par exemple, pour des personnes paraplégiques comme bénéfice d'utilisation d'un exosquelette? C'est ce qui nous intéresse un petit peu. Après, je vais venir sur les autres événements, mais pour l'instant, sur les personnes paraplégiques. Alors, on a vu que on a un bénéfice directement de ces personnes qui sont complètement, on parle de lésions complètes, donc c'est des personnes qui sont toute la journée en fauteuil roulant, donc c'est clair que l'exosquelette leur amène une verticalisation, une sorte un autre niveau de regard et puis une sociabilité avec les autres personnes qui est intéressante. On a malheureusement des vitesses de marche ou de mobilité qui sont encore très peu performantes, donc là on parle de 1 km/h quand une personne normale marche à peu près entre 3 et 6 km/h. Et puis, on a un taux de chute qui est assez bas. Par contre, sur le plan clinique, et c'est ça qui motive aussi des fois plus aussi les assurances et d'autres entités à financer pour d'autres personnes ce type de produit, ce qui est souvent aussi intéressant parce que c'est des produits qui sont encore aujourd'hui très chers et très difficiles d'accès à tout un chacun, si on doit mettre l'argent de notre poche. Et là, sur le plan clinique, on a réussi à montrer que le fait de se verticaliser, de marcher, etc., il y avait deux grands intérêts pour des personnes paraplégiques. C'était la régularisation du système digestif et puis aussi beaucoup d'impact sur des spasticités. Donc, une contraction un peu continue ou involontaire des muscles et le fait d'avoir du flux sanguin, etc., dans les jambes liées au fait de se verticaliser était vraiment intéressant. Quant à la population des personnes qui sont en rééducation après un AVC, on a pu montrer que l'utilisation d'exosquelettes permettait d'avoir une démarche qui est bien plus rapide. Donc, si on veut une amélioration de la qualité de marche, en tout cas de sa rapidité, après la physiothérapie avec l'utilisation d'un support robotisé, on va dire. Par contre, c'est encore très difficile de dire est-ce que vraiment ce type de rééducation serait meilleur à intensité égale que celle produite par un physiothérapeute. Il y a également des études qui ont été faites avec des patients atteints de sclérose en plaques. D'ailleurs, moi, je vais vous en présenter une que nous avons réalisée au CHUV. Et puis, celle qui a été réalisée ici, elle a été réalisée à la maison avec un dispositif qui est assez compact et léger, donc pas pour de la rééducation, mais plutôt pour de l'assistance, qui s'appelle le Kyogo. Et puis, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait pas une amélioration, à l'inverse, une moins bonne vitesse de marche sur certains tests et sur les tests de se lever, se tourner, s'asseoir. Donc, plutôt des mauvais résultats dans ce cas-là, mais c'est une solution qui amène quand même généralement plus d'autonomie et d'endurance. Les études scientifiques, il faut toujours faire attention parce qu'elles sont forcément orientées selon certains axes, et des fois, c'est d'autres axes qui sont très intéressants, notamment pour les personnes. Mais sur le plan clinique, des fois, c'est difficile de mettre ça en avant. Donc ça, c'est un peu l'état de l'art qui existe dans le domaine des exosquelettes. Et maintenant, nous, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment nous, on se place et qu'est-ce qu'on observe dans ce domaine-là et quelles sont les choses qu'on a envie de modifier et d'adapter afin de se concentrer sur des personnes. On s'est d'abord beaucoup intéressé aux personnes avec des maladies neuromusculaires, de style myopathie. Et puis, c'est quelques années après, durant mon doctorat, qu'on a commencé à s'intéresser beaucoup aussi à la sclérose en plaques. Et il y a beaucoup de similarités. Et c'est ici qu'on va vous en parler un petit peu. Donc, la première chose qu'on veut viser, c'est une assistance qui est adaptive,
ou adaptative. Ce qui veut dire qu'au lieu de mobiliser une personne et la forcer à avoir une telle démarche suivant une trajectoire prédéfinie, on va essayer de lui amener un support qui interagit avec elle, donc avoir une personne qui est elle-même active, et puis avoir une assistance qui l'aide en fonction de l'effort qui est fourni. En gros, c'est un peu le concept dans vélo électrique où vous pouvez changer le niveau d'assistance. Ensuite, il y avait plus de degrés de liberté qu'on voulait amener. Ça veut dire qu'on va amener plus de capacité de différents mouvements. On ne le voyait pas hyper bien dans les deux vidéos sur le Rewalk et l'Exo. Mais ces deux dispositifs vont principalement dans une direction, donc la direction tout droit pour marcher, mais permettent pas vraiment de faire des mouvements ni de cheville, ni de rotation au niveau de la hanche, ce qui contraint pas mal le mouvement. Et la deuxième partie, c'est qu'on veut un système qui puisse être complètement sécurisé. Et cette sécurisation ne doit pas passer, par exemple, par des béquilles ou par les membres supérieurs de la personne, parce que justement, généralement, les troubles de l'affection motrice n'atteignent pas que les jambes, mais aussi les parties du haut du corps. On a donc développé ce premier prototype d'exosquelette durant mon doctorat à l'EPFL. On a aujourd'hui déjà une deuxième version. Et concrètement, comme ça, vous allez voir les différents degrés de liberté qu'on peut fournir. Donc, le premier que vous voyez tout à gauche, c'est l'abduction, donc de la hanche. Et ça, c'est quelque chose qui est généralement pas promu dans les différents exosquelettes. Et puis ensuite, vous avez quelque chose de plus classique, qui est la flexion et l'extension de la hanche et du genou. Et puis, la possibilité de se retourner sur soi-même en laissant la rotation des chevilles libres. Voilà un petit peu. L'exosquelette, lui, il présente quelques caractéristiques. Donc, il est complètement portable, ce qui est super intéressant comparé aux gros devices qu'on peut rencontrer en centre de rééducation qui ne pouvaient pas être pris à la maison, par exemple. On a beaucoup de capteurs qui sont intégrés. Ce sont des capteurs de mouvement dans les articulations. Ce sont des capteurs de force dans les semelles qui permettent de maîtriser le centre de pression, etc. Et puis voilà, une plus grande liberté de mouvement. Et puis ces stratégies de contrôle qui nous permettent d'avoir une assistance qui suit la volonté de la personne. Donc, typiquement, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est le fait que la personne doit générer une prémisse de mouvement qui très rapidement est détectée et qui peut être prise en charge partiellement après par l'exosquelette et donc aider à avoir un mouvement. Et souvent, ce qu'on vient aider, c'est avoir une plus grande amplitude de ce mouvement, notamment la flexion de hanche, par exemple, ou bien amener voilà, une force qui permet de réduire la fatigue des personnes. On a réalisé une première étude, notamment avec le soutien de la Société suisse de sclérose en plaques. Donc, cette étude, on l'a fait entre l'EPFL et le docteur Mohamed Bouri et une équipe au CHUV, donc le médecin Stéphane Oukarda et puis un expert de l'analyse de la marche, le docteur Julien Favre. Et là, on a analysé, donc c'était un premier test, donc c'est un test généralement de faisabilité. On va pas brûler les étapes, hein. On va d'abord être sûr que le système est bien toléré par des personnes saines et par des participants avec différents troubles moteurs, avant d'essayer de pouvoir montrer qu'on a un impact notamment sur de la rééducation. Donc, on avait 3 groupes de participants. On avait 12 personnes contrôle qui sont des personnes saines. On avait 8 patients avec une sclérose en plaques et puis 6 patients avec des maladies neuromusculaires, plus communément appelées myopathie. Et les critères d'inclusion pour ces personnes, c'était d'avoir un trouble moteur incomplet, c'est-à-dire qu'elles sont capables de marcher, mais fatiguent assez vite. Donc, c'est des personnes qui typiquement vont marcher sans problème quelques minutes,
mais généralement vont nécessiter du repos juste après ça. On a réalisé 3 sessions avec elle, donc 2 sessions qui sont des sessions plutôt d'entraînement. On a fait principalement de la marche, et nous, on a aussi, ça nous a aussi permis d'adapter nos différents paramètres d'assistance en fonction des différents participants. Et puis, on finalisait cette étude avec une session en laboratoire de marche où on va analyser le mouvement, les différentes forces, etc., avec et sans l'exosquelette. Donc, on a fait en réalité des tests de marche qui sont des tests de 2 minutes sur lesquels on a testé le confort, le niveau de fatigue et d'énergie en fait que la personne dépense, le niveau de sensation de sécurité et puis également les performances qui sont généralement liées à la vitesse de marche. Ensuite, on a fait aussi un test de 10 mètres et c'est là où, au laboratoire de recherche, on va analyser la marche et puis aussi l'activité musculaire. Maintenant, peut-être la partie la plus intéressante, c'est de vous montrer un petit peu comment ces dispositifs sont mis en place et nos résultats. Donc là, vous voyez une première personne avec une myopathie. Donc ça, la myopathie, elle se résulte généralement en des grosses faiblesses musculaires. On voit typiquement à gauche qu'on a une tendance à compenser, par exemple, des flexions de la hanche par des mouvements rotatifs, etc. La personne que vous voyez, elle est aussi équipée d'attelles au niveau des chevilles. Donc, ces chevilles sont bloquées, donc c'est une forme d'assistance également. Et puis, on voit aussi ce qu'on va appeler une sorte d'endinement. Donc, on a une faiblesse musculaire au niveau du tronc qui fait que les transferts de poids d'un côté à l'autre sont beaucoup amenés par un mouvement des épaules ou du haut du corps. Ce qu'on voit avec l'utilisation de l'exosquelette, c'est effectivement alors une assistance déjà pour l'équilibre qui est amené par nos collaborateurs. Ça, c'est quelque chose qui va évoluer, mais dans un premier temps, c'était le meilleur moyen de faire nos premiers tests de faisabilité. Et puis, ce qu'on a vu surtout, c'est que on amène une démarche qui est beaucoup plus naturelle dans le sens où on amène une assistance sur la flexion de la hanche qui, elle, permet à ces personnes typiquement d'entraîner des muscles qui ne sont pas entraînés habituellement parce qu'on a des mouvements compensatoires. Et puis, on a vu aussi généralement une réduction de l'effort, donc des personnes qui ont une endurance qui est pas mal plus intéressante lors de la marche avec un exosquelette, ce qui veut dire que pour une séance de rééducation, on pourra faire des séances plus longues. Et ça, c'est intéressant parce que généralement, c'est la durée des séances qui va nous permettre d'être en facteur sur la récupération de différentes formes motrices. Ici, on a un de nos participants atteint justement d'une sclérose en plaques. Et lui, symptomatiquement, ce qu'on voit, c'est principalement une rigidité ou une spasticité au niveau de la jambe droite, donc au niveau du genou et de la hanche. Et puis, l'utilisation de l'exosquelette était intéressante parce que elle a complètement enlevé cette spasticité ou cette rigidité, et puis on arrive à avoir une marche qui est complètement symétrique. Donc ça, c'était un résultat très intéressant pour nous parce que ça démontre que typiquement les problèmes de spasticité qui sont assez récurrents chez des personnes atteintes de sclérose en plaques peuvent être évités. On a dans les résultats intéressants, on a une personne qui nous a, après avoir utilisé l'exosquelette, nous a transmis avoir eu un retour de sensation dans une des deux jambes, donc typiquement dans sa jambe gauche ou droite, je ne sais plus, elle a une perte assez importante de sensation, et les effets d'après la séance de marche avec l'exosquelette a mis en avant que pendant les 48 heures suivantes, elle avait eu un retour de sensation qui était à peu près normal dans cette jambe.
Donc, c'est tous des résultats qui, dans cette étude un peu préliminaire, nous montrent qu'il y a des choses même qu'on n'avait pas imaginées qui peuvent être très intéressantes. Je vais passer un petit peu sur les résultats. Je vous les ai déjà un peu présentés. Et je vais aller directement sur notre vision et la suite du projet. La première chose, c'est de dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a très souvent un problème ou une imperfection au niveau du système de santé et puis de la prise en charge au niveau de la rééducation. On voit que des centres de rééducation sont à la pointe et fournissent en fait une intensité de prise en charge qui est très très bonne, c'est-à-dire que vous allez être hébergé sur place et puis vous allez avoir plusieurs séances par jour de différents types. Hein. Ça peut être cumulé moteur, linguistique, etc. Pour des personnes par exemple qui ont fait un AVC. On voit que après ce déchargement de la phase d'acceptation au centre clinique, il y a très peu de prises en charge qui sont faites où typiquement les physiothérapeutes ne sont pas non plus des personnes décuplées où on va avoir de la peine à avoir plus qu'une séance ou 2 séances de rééducation par semaine avec ces personnes. Et dans beaucoup de cas, on a vu qu'une plus grande intensité de traitement pouvait amener de meilleurs résultats. Notamment, j'ai discuté avec quelques patients qui me disaient justement bénéficier du système pour la sclérose en plaques où chaque année, on a accès à quelques semaines, je crois que c'est 2 semaines en centre de rééducation, et que souvent leur capacité motrice s'améliorait très, très nettement après ces 2 semaines. Mais malheureusement, l'effet des 2 semaines en centre de rééducation s'estompait au bout de quelques semaines, quelques mois. Et puis, c'était retour à la case départ. Donc, ça nous motive vraiment à nous dire, OK, il y a un changement à faire dans l'accessibilité à la rééducation afin de pouvoir augmenter nos capacités motrices et pas rester dans un déclin perpétuel en attendant d'avoir accès à ces 2 semaines. Ce qui peut être très intéressant et ce qui est amené par le fait d'avoir un dispositif avec des capteurs, c'est qu'on a accès à un feedback et un monitoring, ce qui veut dire qu'on a des métriques qui sont mesurées assez précisément, qui peuvent aussi nous motiver à faire plus de rééducation en voyant qu'on a un effet de notre entraînement sur nos capacités motrices. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer assez précisément la longueur de nos pas, l'amplitude de nos mouvements au niveau de la hanche, au niveau du genou. Donc tout ça, c'est des aspects cliniquement qui sont intéressants parce qu'on a des métriques. Et puis aussi pour la personne elle-même, c'est intéressant parce que c'est motivant et on voit que nos efforts se concrétisent dans quelque chose. Et la dernière partie, bien sûr, c'est de se dire, OK, on va amener tout ça, on va amener plus d'intensité de rééducation. Mais si on doit faire ça, la personne qui est au centre de cette rééducation, elle doit trouver son compte là-dedans et elle doit être motivée à le faire. C'est pour ça qu'on va proposer une solution qui est gamifiée, si on veut, donc avec des jeux vidéo, où on doit avoir vraiment du plaisir à faire ces séances de rééducation et garder aussi le lien social, qui est très important dans ce développement. Donc aujourd'hui, on travaille dans les 2 prochaines années sur un projet InnoSuisse avec Autonomio, qui est aujourd'hui une start-up, une entreprise, et 3 groupes de recherche, donc celle du professeur Andrea Serino, celle du professeur Arseni Sokolov et du docteur Mohamed Bouri, entre le CHUV et les PFL, pour développer ces différents systèmes. Donc notre vision, ça vous voyez ici le nouveau prototype de l'exosquelette, c'est d'avoir un support physique amené par l'exosquelette et puis des séances de rééducation qui sont mixtes, qui sont partagées entre un physiothérapeute et puis une interface avec, on va dire, des digitales ou de jeux vidéo qui va nous permettre de nous donner les consignes de la rééducation.
Et puis, on va remplacer ce que vous avez vu dans nos tests cliniques. C'était en fait 2 collaborateurs qui assistent la personne pour être sûr qu'elle ne tombe pas, par un système de harnais mobile. Et alors là, je vais vous montrer deux, trois images qui vont peut-être plus vous parler. Donc, dans un premier temps, là, vous voyez en lecture rapide l'utilisation de différents jeux vidéo qui vont notamment vous permettre d'entraîner la posture, où là, on a principalement une mesure du centre de pression. Donc, le fait de se mettre plutôt à droite, à gauche, en avant, en arrière va contrôler un jeu. Et puis là, il y a également des mouvements qui sont donnés par des exercices amenés dans l'exosquelette, donc typiquement des fentes, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on est en train de développer avec des physiothérapeutes pour trouver les exercices qui font le plus de sens et promouvoir ça. Le deuxième élément qu'on a, c'est alors là, la vidéo lag un petit peu. Le deuxième élément qu'on a, c'est un harnais de sécurisation qui est réalisé exactement pour l'exosquelette. Donc, on a un point d'attache ici qu'on voit sur la personne sans l'exosquelette. L'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner certaines personnes sans exosquelette au besoin. Mais ce système est réellement fait, d'autre part, pour pouvoir accueillir l'exosquelette. Et ce qui est très intéressant, car on a vu aussi dans les tests cliniques que l'exosquelette représente quand même un certain poids ou une certaine inertie qu'il est assez intéressant de pouvoir soutenir et d'alléger. Voilà un petit peu pour ma présentation. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Alors, je vais repasser sur mon écran. Pendant ce temps, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est l'occasion de pouvoir les poser. Donc, normalement, l'espace de questions se trouve vers le bas ou vers le haut de votre écran. Ça doit dépendre de ce que vous utilisez. Et vous pouvez nous poser des questions par écrit. Alors. Bon. Bon, Amélie, je vous invite volontiers à poser vos questions. C'est vrai que je suis sûr que vous en avez et que ça peut permettre aussi d'engager certains sujets. C'est une bonne idée. Alors, tac, tac, tac. Je relis mes notes. Hein. Donc, bon, vous en avez parlé. Moi, je me demandais si c'est, à partir de quel moment on peut utiliser ce type de solution, à partir de quel taux de handicap, à partir de quelle atteinte, à partir de quand c'est utile, en fait. Et puis, je vois que les questions commencent, mais peut-être commencer par celle-ci. Non, mais c'est tout à fait une bonne question. Nous, les personnes qu'on a inclus dans notre premier test, ben, on avait fixé qu'elles doivent pouvoir quand même marcher pour pouvoir tester la différence entre une marche sans exosquelette et une marche avec exosquelette. Et ça nous permettait également d'avoir plus de sécurité, sachant que ces personnes tiennent debout de manière générale. Maintenant, nous, on va vraiment s'intéresser à des personnes qui ont des difficultés motrices. Ça se traduit scientifiquement par un EDSS, qui est l'échelle de motricité de 4,5 à plus loin. On préconise pas forcément l'utilisation d'un exosquelette pour des personnes qui sont totalement en incapacité de se lever et d'avoir du contrôle sur leurs jambes. Alors ça, on les orientera plutôt vers des dispositifs pour des personnes paraplégiques. C'est des dispositifs qui sont un peu plus robustes, on va dire, quelque part, parce qu'ils fournissent plus de force et c'est eux qui fournissent le mouvement. D'accord, merci.
Il y a plusieurs questions par rapport au prix, au coût d'un prototype et peut-être aussi qui ensuite peut en bénéficier et à partir de quand ça sera disponible pour des particuliers. Alors, ça fait 3 questions, mais c'est un peu dans le même Oui, sujet. mais merci pour vos questions. Alors, bien sûr, c'est une question assez cruciale, le prix d'un prototype. Nous, on a la chance, quelque part, d'avoir une base, de se baser sur d'autres prototypes qui sont sur le marché, etc. Donc, on n'a pas besoin d'essayer d'inventer un prix dans ce qu'on fait. On sait qu'on vise quelque chose de le plus accessible possible. Après, on sait qu'aujourd'hui, les prototypes sont encore très, très chers. Forcément, c'est en fonction des volumes de vente. Donc, euh, aujourd'hui, quand on va commencer avec des petits volumes de production, ça va être difficile d'avoir des prix assez bas, mais c'est clairement notre vision, parce que notre vision, c'est de rendre accessibles ces dispositifs et de leur éducation au plus de monde possible. Mhm. Et dans cette idée-là aussi, pour pallier le fait que les dispositifs sont aujourd'hui un peu chers, on essaye de proposer un système de location. Et notre gros travail, ce sera de le faire accepter par les différentes assurances maladie, Mhm. afin que ce soit pris en charge par les assurances maladie et pas par nous. Aujourd'hui, voilà, les autres dispositifs coûtent à peu près dans les 100 000 francs, ce qui reste un peu moins cher que ce qui se fait par exemple en Locomat ou des autres. Ces gros dispositifs que je vous ai présentés au début sont plutôt dans l'ordre de 350 000, 400 000 francs, mais bien sûr, ils sont achetés par des centres de rééducation, donc c'est plus facile. Mhm. Et nous, on veut essayer de promouvoir une rééducation sous forme de location à entre 1000 et 2000 francs par mois. D'accord. Est-ce qu'il y a des développements différents qu'en lien avec la physio pour augmenter le périmètre de marche en extérieur et sur un sol qui n'est pas nécessairement lisse? Je ne sais pas si la question est assez claire. Oui, Mm. merci aussi pour cette question. C'est vrai que ça, c'est des questions qui reviennent souvent. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on se concentre sur de la physiothérapie. Pourquoi? Parce que c'est là où, justement, il y a d'autres intervenants qui vont pouvoir notamment payer ces services parce on a un but clinique, on a un but d'amélioration et de retour vers de la personne vers le travail, ou etc. Et cet impact-là peut être plus facilement remboursé que de dire, OK, cette personne, elle va pouvoir se lever et puis atteindre plus facilement sa cuisine ou autre, où là, on a un problème parce que peu d'assurances veulent payer pour une mobilité ou une qualité de vie, en fait, qui n'est pas imprimée par un niveau clinique. Et c'est là où il y a peut-être un gros problème et un gros challenge. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va certainement attaquer dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va développer des dispositifs purement pour la rééducation. Et il y a encore une marge de progression qui est très importante au niveau technologique. Donc, c'est bien d'entrer par ce biais-là. Et puis ensuite, avec aussi de plus en plus de personnes qui vont les utiliser, de pouvoir voir quelles sont les limites et elles pourraient l'utiliser effectivement pour se déplacer à leur domicile et faire différentes choses. Mhm. Très bien. Et est-ce que vous avez déjà une date définie pour commercialiser ce produit? Ça dépend. Ça dépend un petit peu de nos capacités et de nos ressources. Et ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas toujours parce que ça demande passablement d'argent Mhm. pour réaliser ce genre de développement. Euh, donc nous, on est toujours en train de travailler sur des levées de fonds, etc. Donc aujourd'hui, on est un peu limité, notre vitesse est largement limitée par ça. Maintenant, si on prend nos différentes étapes qui vont aller de la finalisation du développement vers un produit, ensuite un marquage CE pour l'Europe d'un produit médical comme celui-là, et puis qui demande en fait des tests cliniques, et ça peut prendre pas des années, mais ça va prendre une année et demie, 2 ans. Mhm. Euh, donc
nous, on espère avoir un produit sur le marché dans 3 ans aujourd'hui. D'accord, merci. Par rapport à la durée des batteries, est-ce que quelqu'un pourra, est-ce que des utilisateurs et utilisatrices pourraient utiliser à terme un exosquelette pour faire de la randonnée? Mhm. Question très récurrente aussi. Alors, aujourd'hui, on ne vise pas spécialement de faire de la randonnée car on veut vraiment s'orienter vers la rééducation, mais Mhm, je comprends tout à fait la question. Les batteries aujourd'hui, c'est aussi un compromis entre l'autonomie d'une seule batterie et quelle est la possibilité de les interchanger avec d'autres batteries qui sont chargées. mhm, C'est un compromis surtout au niveau du poids, parce que on peut facilement faire une autonomie d'un exosquelette de 24 heures, mais on va lui ajouter 10 kilos et c'est pas vraiment l'objectif. Aujourd'hui, avec ce qu'on a trouvé de plus compact sur le deuxième prototype, on arrive à peu près à 3 heures d'autonomie. d'accord. Mhm. Pour les tests cliniques futurs, vous recherchez des participants? C'est une question qui revient souvent pour certaines études qui se font. Mhm. Oui, c'est d'ailleurs on avait fait déjà un appel à travers la Société suisse Mhm, de sclérose en plaques pour trouver nos premiers participants. C'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des participants, donc on est toujours très content d'avoir des personnes. Ça nous évite de devoir chercher et de perdre du temps mhm, euh, à discuter avec les médecins et tout qui ont des fois un périmètre de patient qui peut être assez limité. Donc on est très très heureux d'avoir des contacts et des personnes qui sont prêtes à venir essayer, etc. Ça c'est clairement très important. mhm. Donc, très volontiers. Très bien. Il y a une dernière question concernant les autres fournisseurs de ce type, enfin, des concurrents. Est-ce que c'est un équipement qui est proposé, qui est déjà proposé de façon similaire en Suisse, en Europe? Oui, alors je crois que je vous ai un peu présenté Mhm, les premiers dispositifs qui existaient et qui sont un peu toujours, ils ont été un peu les pionniers, principalement pour des personnes paraplégiques, mais c'est aujourd'hui encore un peu les seuls sur le marché. Je crois que un article qui montrait un peu tous les dispositifs existants aux États-Unis, je crois il y en a 5, tous, la plupart assez similaires avec euh, peut-être 2 un peu différents. C'est vrai que c'est euh, c'est un secteur qui a pas mal explosé au niveau de la recherche, etc. Notamment quand j'étais en doctorat, donc dans les années 2016-2017, là, mhm, on a eu un grand essor de différentes propositions de systèmes d'exosquelettes. Il y en a en France qui est très intéressant parce qu'il permet de tenir l'équilibre avec le malus qui il pèse très lourd. C'est-à-dire ils ont une solution super intéressante parce que voilà, pas besoin de système annexe réellement pour garantir l'équilibre, mais 12 moteurs pour un poids de entre 40 et 60 kilos le dispositif. Donc, après, c'est difficile d'avoir un dispositif avec lequel on interagit quand il est aussi lourd. Et puis, on a aussi complètement à l'opposé des dispositifs qui sont très légers. Et on parle de soft exoskeleton dans ce cas-là. Et il y en a un mhm. notamment en Suisse qui s'appelle le Mayo Suisse ou Mayo Suit, qui a été développé à Zurich. Et, D'accord. et aussi très intéressant, par contre, on n'a pas d'éléments rigides sur ces exosquelettes et souvent on a très peu de motorisation. On a peut-être 2 moteurs qui vont essayer de réaliser un mouvement par jambe et puis beaucoup moins de force d'assistance et beaucoup moins de contraintes dans différentes directions. C'est vraiment un secteur en plein essor et puis je pense qu'on va voir dans quelques années vraiment beaucoup de solutions arriver. Euh, Maintenant, ce qui est difficile, c'est de proposer quelque chose qui fasse réellement du sens, surtout avec des prix de vente assez élevés. Et puis, Mhm. nous, on est vraiment les premiers à vraiment s'éloigner de ce concept de OK, ça permet de marcher, qui est un petit peu limitant, je trouve, avec toutes les capacités qu'on peut amener avec ça. Et puis, voilà, on est clairement les premiers
et les seuls à proposer des interfaces de rééducation interactive qui sont Mhm. liées à l'exosquelette et puis d'essayer de générer des données, des capteurs et d'en faire quelque chose. Mhm. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je me permets de dire que par rapport à la rééducation interactive, on va proposer un événement en juin qui n'est pas encore sur notre site avec le professeur Sokolov. Donc pour les participants qui nous écoutent aujourd'hui, restez attentifs si ça vous intéresse d'éventuellement participer. En cas de question à ce sujet ou à n'importe quel autre, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche. Je peux le dire, donc le 0844 737 463 et notre équipe du conseil se tient à votre disposition. Dans les cours et formations à venir, il y a un cours en ligne de méditation qui commence ce jeudi. C'est encore possible de s'inscrire. Dans le cadre des 20 km de Lausanne, nous avons été choisis comme action soutenue. Donc là aussi, s'il y en a qui se sentent de venir marcher ou courir, on a un entraînement avec un coach qui aura lieu encore le 15 avril. Et puis, un peu dans un sujet similaire de ce soir, un atelier sur les, la rééducation mais plus cognitive qui aura lieu en avril. Et vous trouvez comme d'habitude, tous nos prochains cours et formations sur notre site. Merci beaucoup à Monsieur Hortlib pour votre super présentation, les réponses à nos questions, c'était vraiment sympa. Et merci à toutes les participantes et tous les participants d'être venus nous écouter ce soir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir.